Bonjour, j'avais promis à certains patients de faire une vidéo sur le trouble de l'anxiété généralisée. C'est un trouble anxieux qu'on retrouve beaucoup dans nos cabinets, c'est le plus fréquent d'ailleurs. Comment se manifeste le trouble de l'anxiété généralisée? Il se manifeste par du souci excessif et une intolérance à l'incertitude. Moi j'appelle ça vraiment une allergie à l'incertitude dans un ou plusieurs domaines de l'existence. Ça peut être financier, dans le domaine de la santé, famille, dans le domaine professionnel, social. La personne donc vit une situation qu'elle considère comme anxiogène. Elle se fait donc du souci excessif, elle a des anticipations anxieuses. D'abord, ça c'est vraiment la première chose, anticipation anxieuse, c'est et si. Voilà, c'est plutôt caractérisé par des et si. Et s'il arrivait ça, prenons un exemple, quelqu'un qui a une anxiété excessive dans le domaine professionnel, qui organise en fait une manifestation, par exemple une réunion importante avec plusieurs collègues sur un thème nouveau. Elle va se dire oh là là, et si je n'intéressais pas l'auditoire, et si j'avais un trou de mémoire, et si je ne suis pas claire, et si on s'ennuie, et si le vidéoprojecteur me plante, et si l'ordinateur me plante, enfin voilà, toutes sortes d'anticipations anxieuses. Alors à ce moment-là, il va se mettre en marche donc des processus mentaux de type recherche de solutions. La personne se pose des questions et elle se fait aussi des commentaires négatifs. Alors, je vous donne là aussi un exemple. Elle se pose des questions. Et si l'ordinateur tombe en panne? Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais meubler? Voilà, une question entraîne d'autres questions. La recherche de solutions, ce sera mais comment je vais faire? Voilà, vous voyez, c'est vraiment très chiche hein, comme réflexion. Et puis des commentaires négatifs, c'est oh j'en ai marre d'être comme ça, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, j'aurais pas dû organiser ça, la prochaine fois je la boucle. Voilà, par exemple. Ça, c'est vraiment des choses que je peux entendre. Et évidemment, le cerveau étant neurobiologiquement programmé pour ne pas souffrir, il va donc mettre en place des comportements qu'on appelle des comportements de sécurité qui vont maintenir le problème. Et ces comportements de sécurité, ce sera par exemple de la vérification, de la précaution, de l'évitement ou de l'échappement. Là aussi, je donne des exemples. De la vérification, eh ben, la personne, elle va vérifier pour sa réunion, absolument. Elle va tout repasser en revue, elle va passer des heures dessus, elle va peut-être même prendre du retard sur d'autres activités. Voilà, donc, mais en fait, elle va pas du tout. Alors, sur le moment, elle va se soulager un peu, hein, donc l'anxiété baisse, mais très vite, l'anxiété va réaugmenter. Parce que du coup, d'une vérification, elle va vers une autre vérification. Et puis, comme je disais, si elle prend du retard sur d'autres activités, ça va générer de l'anxiété, parce que peur des conséquences négatives. Voilà, la vérification, c'est ça. La précaution, ce sera du genre... de l'ordre de, par exemple, dans l'anxiété sociale, on a ça. L'anxiété sociale, c'est la peur du jugement des autres. C'est, alors, je dois aller chez le dentiste à 17h. Donc, à 17h, c'est la sortie des bureaux, les terrasses de café sont pleines. Donc, je ne peux pas passer à côté devant cette terrasse. Donc, je vais peut-être prendre telle rue. Oui, mais de telle rue, alors il y a une autre terrasse aussi. Alors, voilà, la précaution, c'est, je ne vais pas faire ça, mais peut-être ça à la place. Mais donc voilà, là aussi ça peut être sans fin hein, quand même. Ensuite on a l'évitement, donc j'y vais pas, je fais pas, voilà, je me mets pas en avant. Et puis l'échappement, je suis dans cette situation mais je pars, voilà, je quitte la situation. Alors cette intolérance à l'incertitude, elle est liée au fait que si je ne sais pas ce qui va se passer, c'est-à-dire si je ne connais pas l'issue d'une situation, alors j'envisage le pire. Pourquoi est-ce que j'envisage le pire? Pour 3 voire 4 raisons. La première raison, c'est que envisager le pire, ça me permet de me protéger. Envisager le pire, c'est pour trouver des solutions et donc être prêt.
envisager le pire aussi, et ben quelque part c'est bien socialement parce que je m'inquiète. Parce que si je m'inquiétais pas, alors ça voudrait dire que je suis nonchalant, que je suis... je suis pas quelqu'un de sérieux, voilà. Et puis, alors moi j'aime bien donner une quatrième raison, parce que ça s'appelle, moi j'appelle ça la demande de réassurance. Et bien quelque part, si je m'inquiète de manière excessive et que j'en parle, et ben on va me rassurer, voilà, on va me prendre en charge. Et là, c'est lié à d'autres problèmes qui sont plutôt de l'ordre du trauma. Donc voilà comment se manifeste le trouble de l'anxiété généralisée. Ces 3-4 raisons, elles ne fonctionnent pas, bien évidemment, parce que depuis le temps que vous en avez recours, depuis le temps que vous avez recours à ces stratégies, et ben si ça marchait, vous iriez très bien. Donc c'est que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Alors moi j'aime beaucoup l'expression d'une patiente qui dit « Ouais, c'est vrai Karine, si ça marchait, en fait, eh ben, on aurait des maisons du pire, et on serait hospitalisé 10 jours, pris en charge par la Sécu, et on penserait au pire, le pire du pire du pire du pire qui pourrait arriver, et puis on sortirait de la maison du pire en pleine forme. » Et moi je dis, bah oui, si ça fonctionnait, on n'aurait plus besoin de psychiatre, on n'aurait plus besoin de psychologue, on n'aurait plus besoin d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, et nous on ira à la pêche. Voilà. Alors, maintenant, plus sérieusement, les prises en charge. Eh bien, les prises en charge, c'est d'abord et avant tout une thérapie cognitivo-comportementale. Je crois que pour avoir quand même beaucoup étudié la littérature, c'est la thérapie la plus efficace. Puis d'abord, elle est scientifiquement validée. Donc, moi, je vous invite à ce moment-là, si vous vous retrouvez dans ce que je viens de dire, je vous invite vraiment à prendre contact avec un psychiatre ou un psychologue donc spécialisé en thérapie comportementale et cognitive. Vous trouverez des thérapeutes disponibles, enfin disponibles, je ne sais pas, mais en tous les cas sur l'annuaire des professionnels, sur le site AFTCC, Association française des thérapies comportementales et cognitive. Voilà. Vous pouvez aussi acheter un petit livre qui va vous aider à comprendre tous ces mécanismes, et puis vous pouvez aussi faire déjà les petits exercices indiqués dans le bouquin. En tous les cas, moi, pour ma part, je travaille beaucoup avec ce petit livre-là. Ce sont des collègues québécois, donc là, les Québécois ont quand même une longueur d'avance sur nous. Ça s'appelle « Arrêtez de vous faire du souci pour tout et rien ». Tout petit bouquin de 9,99 € ou 10 € peut-être maintenant, en papier recyclé. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, bon courage à vous, et puis n'hésitez pas peut-être à me faire à m'écrire si vous voulez d'autres informations, ou déposer un message sur mon site internet www.psychologue-tcc.com. À très bientôt, au revoir.